vous emmener visiter un site où il y a un regard sur l'entre-deux-mers souterrain. Il faut savoir que le plateau de l'entre-deux-mers est entièrement calcaire. On parle même d'un massif karstique, c'est-à-dire qu'il recèle des circulations d'eau souterraine, des petits cours d'eau souterrains. Et l'ensemble du territoire est truffé de dolines. Ce sont des effondrements, des regards sur ces cours d'eau souterrains. On dénombre pas loin de 1000 dolines intéressantes sur toute la zone, mais on parle d'au moins plusieurs milliers de dolines de moindre importance. Maintenant, les jeunes viticulteurs séparent un peu. Et quelquefois, c'est dommage, dans l'entre-deux-mers, je l'ai vu plusieurs fois, ils ont de belles maisons, ils font un chai avec des cuves inox, tout ça, c'est pas très beau. Bon, ils sont chez eux. Voilà, c'est l'évolution. Voilà. Et séparé, il y a la maison du cochon. Ah, le parc à cochons. Et on a la volière des pigeons qu'on utilise pour chasser la palombe à côté. Il y a énormément également de cours d'eau souterrains, plutôt longs, puisqu'on en compte une vingtaine qui dépassent le kilomètre. Le plus long, c'est le Grand Antoine, qui fait le réseau du Grand Antoine, qui compte plus de 10 km de galeries, avec 3 affluents, situés à Frontenac, donc en Gironde, dans l'entre-deux-mers. Ça bouture facilement, le vime. Et alors, si on veut en voir beaucoup, il faut aller à Barry, à côté de la Réole. Vous voyez, dans la plaine, là, vous avez des plantations de vignes qui vendaient un peu pour les grands châteaux viticoles ou les grands châteaux comme à Smith-sur-Lafitte. Et maintenant, ils ont des machines avec des lits en tissu, ça va plus vite. Tout ça. Le vime, c'est le mot un peu latin, la racine du nom. Et alors ils m'ont dit à Barry, ça ne rapporte pas de faire du vime pour les vignerons, parce qu'il faudra en vendre beaucoup, il faudrait que tout le monde en achète, enfin les vignerons. Et ils font de l'osier pour la vannerie. Voilà. Et même ils font eux-mêmes de la vannerie. Alors juste à côté, vous avez un boulanger agriculteur, c'est-à-dire il cultive du blé, il fait la farine et il fait le pain. Très bon pain. Hein. Allez, on continue. Alors là, vous avez la palombière. Mon père chassait dans ce bois après la guerre en 1950. Ce bois s'appelle le bois du Haya. Ça s'écrit H-A-Y-A-S. Voilà, c'est la racine du nom, être. Alors il chassait là, parce qu'on voit passer en automne beaucoup de palombes. C'est la vallée de l'Œil. Ce petit ruisseau qui passe à Escoussan prend sa source à Targon et se jette entre Bégueil et Cadillac. Et c'est orienté nord-sud. C'est un couloir de migration des palombes, mais pas que des palombes. Il passait des grues au printemps ou à l'automne. Avec mon copain Gilles, les palombières, il ne connaissait pas du tout. Ça l'a captivé. Et il est très bricoleur. On a mis 3 ans pour faire cette cabane. Il y a des palombières, c'est une échelle de 10 à 15 mètres, il ne faut pas avoir le vertige. Et ceux qui sont empagés se bricolent un ascenseur. Il n'y a pas longtemps, j'ai été témoin d'un accident, l'ascenseur s'est cassé. Alors en haut, on appelle ça en gascon un jouquet. La racine du mot, c'est se jouquer, ça veut dire se percher. Voilà, c'est un jouquet. Et si vous observez des poulaillers dans les Landes, devant certaines maisons, il y a des poulaillers en hauteur, c'est le même mot. Et on a fait en bas la cabane, la salle à manger qu'on appelle des invités, avec au fond la cuisine. Au réseau souterrain. On en dénombre des milliers sur tout le plateau de l'entre-deux-mers. Et donc, contrairement à ce que j'ai entendu, ça ne se remplit jamais d'eau, puisque évidemment c'est un point d'absorption de l'eau, justement, qui mène à un ruisseau souterrain. Tant qu'on y est, et je répéterai tout à l'heure, ces eaux d'infiltration dans ces micro-réseaux souterrains et qui ressortent au niveau du ruisseau, là-bas, de l'Œil, ce ne sont absolument pas des sources au sens de sources de montagne à l'eau pure, etc., etc.
puisque on comprend très facilement que si y a un cadavre, par exemple, qui est jeté dans une doline, comme ça se faisait à une époque, l'eau va forcément être polluée à la sortie, à peine à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres même, puisque les réseaux souterrains sont exondés, c'est-à-dire qu'ils ne traversent pas des couches qui pourraient filtrer du tout. Pour ceux qui ont visité la grotte Célestine, justement, ça ressemble absolument à ça, un tunnel avec une circulation d'eau à l'air libre en quelque sorte. Oui, ça me plairait, mais ça va. Ça remarche. Ma mère, quand elle était un peu plus jeune, elle a 95 ans, elle avait trouvé à l'odeur. Ah oui, ça sent. Elle était très sensible à la moisissure des cèpes. Elle disait là, il y en a. Oui, mais on le sent. Oui, ça sent le champignon. Oui, ça sent l'humidité, voilà, la forêt humide. Voilà. Alors là, vous avez une borne, pas comme celle que vous avez vue en bas, c'est une borne communale. Ça délimite Escoussan et Soulignac. Alors, il y a un papy de Soulignac qui m'a raconté que ceux de Soulignac et ceux d'Escoussan se chamaillaient tout le temps. Alors, un seigneur du château de Bonoche a pris une carte avec une règle, il a fait un trait rectiligne. Il a dit là ça sera Escoussan, là ça sera Soulignac. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai, mais... Et ça ne respecte aucune courbe de niveau, aucun ruisseau. Je viens chercher les fougères pour la cabane ici, parce que c'est un sous-bois de pin. Dans les Landes, il y a beaucoup de fougères, et je pense que l'étudiant qu'il y avait cette année au mois d'avril l'a vu, ça, c'est pas la même nature de terrain, de terre. Alors, un géographe historien m'a raconté, on voit un peu des îlots de pin dans l'entre-deux-mers. C'est quand il y a eu le phylloxéra, vous savez, quand on crevait les vignes, et on plantait la forêt landaise en même temps. D'accord. Donc ils sont allés chercher des plants, et on en voit des îlots de pin un peu dans l'entre-deux-mers. C'est relativement rare. Ils résistent quand même. Oui, voilà. Ah, les fougères, oui. Alors là, je vous dis tous les coins à champignons. Là, c'est le coin des pieds de mouton. Pas beaucoup, mais on trouve des pieds de mouton ici. Alors, je viens couper les fougères ici. Et j'emmène tout en bas. Alors, comment se sont formées ces grottes? C'est relativement simple, comme toutes les cavernes du monde. C'est l'action de l'eau qui creuse des fissures déjà existantes dans le calcaire. Alors de deux manières, non seulement l'action mécanique, c'est-à-dire l'eau qui creuse en trimballant des petits cailloux par exemple, mais aussi par dissolution chimique. L'eau, si elle est acide de préférence, notamment quand c'est sous des bois par exemple, de la végétation, va dissoudre le calcaire et petit à petit agrandir des réseaux déjà existants. Alors on va trouver des boyaux, des galeries, des tunnels, mais aussi des petites salles beaucoup plus grandes. On va trouver également, comme dans toutes les grottes du monde, la plupart, des concrétions. Ce sont des stalactites, des stalagmites, des draperies, etc. Et c'est relativement méconnu dans l'entre-deux-mers. D'ailleurs, je vous engage à visiter la grotte Célestine à Rozan, qui est aménagée pour le tourisme et qui vous permettra de voir tous les aspects de l'entre-deux-mers souterrain. Elles ne sont pas largées, les échelles. Non, non.
C'est l'histoire du seigneur de la Benoge qui voulait séparer deux populations, Souvignac et Escoussan. Chaque fois on y passe avec les randonneurs parce que c'est sûrement historique, il n'y a pas d'archives sur ça. Je vais vous dire quelques mots sur l'appellation Haut-Benoge. Il y en a qui connaissent? C'est une appellation contrôlée comme le Bordeaux, l'Entre-deux-Mers. Alors, au point de vue historique, j'ai demandé à des anciens viticulteurs qui ont arrêté maintenant comment ça a démarré. C'est un monsieur viticulteur qui est arrivé de Saint-Émilion. Il tombe amoureux d'une fille de Lado qui est à côté. Il est resté à Lado, ils se sont mariés. Et il a demandé aux gens de Cadillac, et les gens de Cadillac n'ont jamais voulu. Et il y a une séparation un peu physique, le relief, et les gens de Cadillac, dont c'était un peu des bourgeois, et ils n'ont pas voulu, et ils nous ont traités de paysans, de Benogeants. Non, c'est la Benoge de Benogeants. Et qu'on cultivait la vigne comme le maïs. Bon, c'est pas très gentil. Alors ce monsieur de Lado, c'était au début du XXe siècle, a dit, ils ne veulent pas, c'est de Cadillac, mais on va créer notre appellation Haut-Benoge, puisqu'il y a le château à côté, et puis on ajoute pour les vins Haut, et il y a Bordeaux devant, Bordeaux Haut-Benoge. Alors ça démarrait sur des vins blancs sucrés, comme à Sauternes, les vins blancs liquoreux, et après la guerre de 39-45, on est passé au blanc sec. Et en 1985, on a demandé à l'INAO pour les rouges que ça s'appelle Haut-Benoge. Ils n'ont jamais voulu. Et récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu dans les journaux, le syndicat de l'Entre-deux-Mers, qui est à la Sauve, vous savez, il y a une maison des vins à côté de l'abbaye, ils ont obtenu l'appellation Entre-deux-Mers rouge. Alors je ne sais pas si le consommateur, l'amateur de vin, ça va créer une certaine confusion. L'Entre-deux-Mers qui était sec devient rouge, il faut se méfier. Et les gens du Médoc demandent un Médoc blanc. Alors cette appellation Haut-Benoge concerne 9 communes et c'est pas très grande. En gros, ici vous avez un peu l'idée du relief, c'est comme un cirque géologique. À l'horizon vous avez Gornac et un peu derrière Mourins. Ça démarre à Targon, Souvignac, Escoussan, Lado, Cantois, Arby, Saint-Pierre-de-Batte, Gornac, Mourins. Tout ça c'est le Haut-Benoge. Alors maintenant, ça commence à être connu, l'appellation s'est utilisée, on va y passer dans un chai, chez Benoît Dubourg, il l'utilise pour l'Entre-deux-Mers, qui est déjà une notion géographique, il peut ajouter Entre-deux-Mers Haut-Benoge, il peut mettre Haut-Benoge. Voilà. Ça concerne des blancs secs et des moelleux. Voilà. Alors on tient à notre région qui a une histoire. Et l'an dernier, pendant le passage des Palombes, j'ai reçu à ma cabane pour un repas des Américains, des vendeurs de vin aux États-Unis qui nous disaient qu'on ne se sert pas assez dans notre région pour présenter notre vin. On a de l'histoire, de beaux paysages, etc. Même Michel Serres, vous l'avez connu, le philosophe d'Agen, il disait que l'Entre-deux-Mers c'était un paradis entre deux fleuves. Alors, ça nous a fait plaisir. Entre-deux-Mers, ça voulait dire au Moyen-Âge entre deux marais. Les gens de la Réole, déjà, ils ne sont pas dans l'Entre-deux-Mers. Ils ne voient pas la marée. Sainte-Foy-la-Grande, c'est la même chose. Voilà. Allez, on continue. Alors, juste un mot ou deux avant d'entrer dans le bois où on va voir le site avec les dolines et la perte d'Olines. Et comme je vous disais, c'est juste en bas de chez moi puisque j'habite juste là au-dessus. C'est d'ailleurs mon frère qui est en train de vendanger. Il a commencé ce matin. C'est du Sauvignon gris pour faire du vin blanc, en l'occurrence du moelleux. Juste là en face, vous avez le cépage Malbec. Je le souligne parce que c'est assez rare dans le Bordelais. Et ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on en avait mis et c'est vrai que ça fait un assemblage intéressant. Alors comme je vous disais tout à l'heure, là on arrive sur un site où il y a plusieurs dolines, dont cette perte. Alors, on emploie le mot perte tout simplement pour dire que l'eau de surface, à un moment, a trouvé une faille dans le calcaire et se perd sous terre. Voilà.
Au bout d'un certain nombre de mètres ou de kilomètres, elle va ressortir très souvent au niveau du ruisseau de surface, en l'occurrence l'Œil, qui est à peu près à un petit kilomètre. 1,5 km. Oui, ou un kilomètre, on va dire. Voilà, donc là c'est uniquement les eaux de surface, c'est pas un ruisseau de surface qui se sont engouffrés là. Ça a quand même creusé énormément puisque ça fait une bonne quinzaine de mètres de profondeur là-bas. Donc vous voyez, quand il pleut, il y a encore un petit peu d'eau qui s'écoule là. Il y a un cas particulier ici, c'est que le fossé où nous étions tout à l'heure a dévié l'eau et qui va revenir dans le réseau souterrain un peu plus loin là-bas. Et je vais vous montrer, voilà. Là c'est la perte originelle, donc l'eau de ruissellement de la pièce de vigne là-haut a creusé tout ça au fil des millénaires, bien sûr. Double action de chimique et mécanique va dissoudre et agrandir les fissures existantes pour former des grottes, des gouffres et des réseaux souterrains. Voilà. C'est ce qu'on appelle ça dans le modelé karstique. On a le système d'une rivière, par exemple, de surface qui trouve donc une faille pour s'y introduire. C'est le cas là-bas, donc, dans une perte. Ensuite, il y a un ruisseau souterrain qui se forme et qui va résurger ou émerger beaucoup plus loin. Ces réseaux hydrogéologiques sont tous les mêmes, que ce soit en petite dimension comme ici, ou comme à Padirac par exemple, le gouffre de Padirac, c'est le même principe. Il y a une résurgence, il y a une perte, et le gouffre lui-même est en quelque sorte une doline, un point d'absorption. Alors revenons ici, donc c'est là-bas que l'eau s'infiltrait, on arrive de là-bas, et passe dessous dans un micro-réseau que j'ai exploré quand j'avais 13 ans, en entrant par ce petit trou ici. Si on était allé plus loin, on aurait pu voir le cours d'eau souterrain par une doline pénétrable. On peut le parcourir sur 200 mètres à peu près, voire même 300 mètres. Et là, on voit bien l'eau qui coule dans un boyau, un conduit, alors plus ou moins grand, etc. Alors ici, il y a vraisemblablement la même chose, mais trop petit pour qu'on puisse passer, malheureusement. Et donc, si vous ne connaissez pas, je vous engage vivement, je ne fais pas de la pub pour eux, mais allez visiter la grotte Célestine à Rozan, qui vous donnera une idée de ce dont je parle, parce que je comprends bien que vous ne pouvez pas trop... Il y a des stalactites, il y a des stalagmites, il y a un ruisseau qui coule, il y a des parois, c'est très joli, il fait toujours la même température, 13-14 degrés on va dire, et des réseaux comme ça, il y en a plus d'une vingtaine dans l'entre-deux-mer qui dépassent 1 km, ce qui est énorme. Et le plus long d'entre eux, c'est le réseau du Grand Antoine à Frontenac qui dépasse les 10 km de réseau. Voilà. Donc l'entre-deux-mer est un site spéléologique assez connu dans les milieux et complètement méconnu, bien sûr, du grand public, on va dire. Alors, ce qui est important à savoir, je l'ai déjà dit, c'est que ces réseaux souterrains qui résurgent un jour ou l'autre un peu plus loin, l'eau n'est absolument pas filtrée. Du tout, du tout, du tout. Donc, elle n'est absolument pas, c'est pas la source idyllique, hein, ça n'a rien à voir. Rien à voir, voilà. Et un autre truc qui quand même commence à disparaître, c'est que dans les années 60, 70, même jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas vraiment de déchetterie. Et les gens profitaient de cavités naturelles comme ça pour balancer tout ce qu'ils ne voulaient pas voir, quoi.
selon le principe bien connu, je ne le vois plus, ça n'existe plus, j'ai rien fait de mal, quoi. Alors avec Jean-François Pernette, le spéléologue d'Escoussan, on a développé ces journées marche un peu, mais surtout découvertes depuis 2 ans. Et il y a plusieurs découvertes, palombières, réseau souterrain, patrimoine historique, repas à la palombière et visite du château de Benoge. Tout ça d'une façon bénévole, nous on n'est que des guides. Hein. Et à la fin du mois prochain, j'aurai encore un autre groupe qui arrive de Saint-Germain-des-Puys. Et si vous voulez, c'est toute l'année, il suffit de constituer un groupe, on n'impose pas de date, c'est quand vous voulez. Par n'importe quel temps, on a fait sous la pluie, au mois de janvier il faisait 5 degrés, soupe chaude, tout ça. Et ça, on devrait le faire partout. Hein. Nous, on ne veut pas avoir le monopole de la Benoge, on peut le faire partout. Et on est gentiment accueillis l'après-midi, après le repas, par les propriétaires du château de Benoge. Voilà. Regardez quand même, une coccinelle. L'association La Redécouverte de Pigeon-sur-Savon a organisé une journée d'escapade découverte dans l'entre-deux-mer en visitant l'église d'Escoussan, les vignobles également, et les palombières. Nous avons pu drainer beaucoup de personnes aux alentours qui venaient même de Bordeaux. Puis des environs également. Et grâce à M. Gaille, nous avons pu découvrir l'entre-deux-mer entre l'église, les vignobles, la palombière qui a fabriqué d'ailleurs, qui la beauté de cet entre-deux-mer. J'ai même mis et la pétanque.